Bonjour à tous, bienvenue sur ce thème de l'école du bonheur, la participation. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce qu'est la participation. La participation, bien peut s'entendre, la participation des enfants dans la vie de l'école, mais également la participation des adultes, l'ensemble de la communauté éducative à la vie des enfants. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vous propose de revenir sur cette notion de coéducation. Donc, quand on parle de coéducation, on parle d'éduquer ensemble les enfants. On parle bien d'éduquer et pas d'instruire. Donc ici, on a deux notions différentes. Et puis, qui est cet ensemble? De qui on parle tant? Moi, j'aime bien parler de la notion de chaîne éducative. Parce qu'en fait, l'enfant, il va traverser toute la journée des environnements. Et dans ces environnements, il y a des adultes. Il y a des adultes qui organisent, qui les gèrent, qui les soutiennent, qui les encadrent. Et donc, du coup, je parlerai de chaîne éducative dans le sens où tout cela s'imbrique et se suit tout au long de la journée. Dans le ensemble, qui c'est qu'on retrouve? Bien évidemment, les parents. On retrouve les enseignants, on retrouve les animateurs du périscolaire, les ATSEM. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont les conducteurs de bus, les accompagnatrices scolaires, le personnel de la mairie, et puis aussi l'enfant. N'oublions pas que l'enfant s'éduque lui-même également à travers ses expériences. Alors, comment faire pour que les adultes participent beaucoup plus aux questions sur le bien-être des enfants? En fait, il y a un chiffre qui m'a interpellée, qui est en fait le sentiment qu'ont les enfants d'appartenance à l'école. Effectivement, en France, un enfant sur deux, à peu près, a le sentiment d'appartenir à son école, alors que ce taux est de l'ordre de 80% dans les autres pays européens. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Comment on peut améliorer cette participation des uns et des autres au développement harmonieux des enfants? On a des expériences, il y a des choses qui existent déjà dans nos écoles. Ce sont les conseils d'école, tout simplement, qui sont des lieux de rencontre parents et enseignants, les réunions d'information effectivement en rentrée, et puis on a également des lieux des rencontres plus festives avec les kermesses, avec les sorties scolaires, où là certains parents peuvent rencontrer également les enseignants dans un contexte un petit peu différent. On a également ce même phénomène dans toutes les activités périscolaires, les lieux d'accueil des enfants du mercredi, où souvent en fin de vacances il y a une soirée, un moment de partage, un spectacle de fin de vacances. Donc tout cela contribue à créer du lien entre les acteurs de cette chaîne éducative. On voit aussi apparaître de plus en plus le café des parents. Les cafés des parents qui sont des espaces très souvent pédagogiques où on va échanger sur les méthodes éducatives, sur les façons d'accompagner les enfants. Il y a différents thèmes qui peuvent être abordés. Ces cafés des parents sont des lieux de rencontre très riches justement et d'échanges sur les pratiques éducatives. On a d'autres expériences que l'on voit apparaître, puisqu'en fait, ce travail de participation, de réflexion a amené à beaucoup de tentatives et d'expériences. Par exemple, à Paris, en 2021 et en 2022, les écoles ont été ouvertes le week-end. Donc, le samedi après-midi, les familles peuvent venir dans les cours d'école pour pouvoir utiliser ces espaces-là, se les approprier, jouer. 2022, c'est la mairie du 9e qui relance cette expérience-là, puisque fait qu'elle s'aperçoit que ça améliore les connaissances et les liens entre les gens du quartier. Et donc, elle va aller jusqu'à ouvrir les crèches. Cette ouverture des écoles, dans certains pays, ils vont aller encore plus loin, tout en conciliant cette notion de sécurité et d'ouverture. Si nous revenons sur notre exemple d'école en Finlande sur laquelle on a déjà parlé, effectivement, la bibliothèque, par exemple, a été mutualisée avec la bibliothèque de la commune. C'est la même bibliothèque. Alors, il ne s'agit pas qu'elle soit ouverte tout le temps. Il y a des horaires qui sont bien sûr réservés aux enfants, d'autres qui vont être réservés aux personnes du quartier. Mais suivant l'âge des enfants, on peut avoir une certaine mixité. Là encore, le personnel de la bibliothèque participe à ce travail d'éducation et de coéducation en permettant la rencontre entre les gens du quartier et les enfants. Dernière expérience que j'aurais même parlé avec vous, c'est l'expérience de l'école de Copenhague.
pour lequel il y a eu des prix. Donc cette école, elle a une particularité, c'est qu'elle a été conçue de manière à être ouverte et être aussi un bâtiment public du quartier, tout en sécurisant les enfants. Comme on peut le voir sur les plans et les photos qui passent, donc l'école est vraiment intégrée dans la vie du quartier en ayant une partie sécurisée et une partie ouverte sur la vie du quartier. Et il y a des échanges qui vont se faire entre la vie du quartier et l'école. Donc comment se passe? Le bâtiment de l'école est relativement sécurisé, c'est-à-dire que les enfants les plus jeunes vont être sur la partie la plus éloignée de la rue, de manière à être dans un environnement sécurisant. Et puis, fur et à mesure que les enfants grandissent, et on va s'approcher de l'espace public commun. L'espace de jeu, la cour, elle peut être effectivement ouverte au quartier, notamment les week-ends, pour que les enfants puissent jouer, bénéficier des installations, mais fermée lorsque c'est les moments d'école. De la même manière, les salles de classe, comment ça se passe? Les salles de classe, certaines salles de classe ont pour objectif d'être ouvertes à la vie du quartier, parce qu'elles vont permettre aussi à des associations de pouvoir apporter des savoir-faire, des compétences, des lieux d'échange. C'est le cas par exemple des salles de musique, c'est le cas des salles de cuisine. On a effectivement ici cette possibilité pour les habitants du quartier de s'emparer par le biais des associations, par le biais de structures. Bien sûr, tout cela est encadré, il ne s'agit pas de laisser porte ouverte, mais de pouvoir s'approprier l'espace scolaire et de créer des échanges. De la même manière, on voit devant qu'il y a des espaces où on peut se reposer, se poser. Il y a une petite cafétéria qui est ouverte sur l'extérieur, qui accueille les gens du quartier et qui permet justement d'avoir cet échange et cette appropriation. Et puis on a ce grand escalier qui permet de traverser, on va dire, le quartier tout en passant à côté de l'école. Cet escalier, cet espace-là appartient bien sûr à l'école, mais est ouvert sur le public. Les enfants l'empruntent pour se rendre dans leur salle de classe. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ces expériences? Ces expériences comme l'école de Copenhague, elles sont trop jeunes, il n'y a pas encore eu d'évaluation. Par contre, on a pu observer tout de même, avec des expériences un petit peu plus anciennes, que le fait d'intégrer l'école à la vie du quartier, de trouver une manière de le faire, ça permettait d'augmenter les échanges et que les enfants s'approprier l'espace d'enseignement, l'espace éducatif. Et le quartier s'approprier l'école. Et du coup, on avait ce sentiment d'affiliation, ce sentiment d'appartenance qui fait qu'il y a le sentiment d'appartenir à une communauté qui est beaucoup plus fort. En conséquence, les enfants sont beaucoup plus motivés, il y a moins de violence et beaucoup plus de respect vis-à-vis des structures éducatives. Maintenant, ce que je vous invite à réfléchir, c'est le deuxième aspect de la participation. Comment faire participer les enfants à l'école? Là encore, on a des expériences qui sont relativement intéressantes. On va partir d'un constat, le constat de l'UNICEF, qui nous dit que pratiquement un enfant sur deux considère qu'on ne lui demande pas son avis sur des propositions le concernant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à ces enfants de prendre position? Et là également, l'UNICEF a beaucoup travaillé, notamment dans le cadre du rapport Innocenti, donc qui s'interroge sur le bien-être des enfants dans les pays développés. Et ils ont montré effectivement qu'il y avait plusieurs niveaux de participation. Donc il y a le premier qui est le niveau dit consultatif. Nous adultes, on prend des décisions, on demande l'avis des enfants. Ça peut être assez intéressant pour voir comment les enfants perçoivent et puis s'apercevoir que nous, des fois adultes, on a pris des bonnes décisions et qu'en fait, ça ne correspond pas à la vie des enfants. Un exemple, en Angleterre, dans une ville dont les conditions sociales sont difficiles, la ville avait décidé de refaire les espaces de jeu des enfants. Et donc, ils avaient prévu de faire des espaces de jeu avec de revêtements au sol, verts pour faire penser à la pelouse. Et lorsqu'ils ont présenté ce projet-là aux enfants, les enfants ont dit qu'ils préféraient du sol battu, de la terre ou du goudron. Tout le monde était très surpris. Et en essayant de comprendre, effectivement, les enfants ont expliqué que ce type de revêtement au sol permettait pour eux de voir les dangers beaucoup plus facilement, comme les verres cassés, des objets dangereux qui auraient pu être restés au sol, puisque la nuit, ces espaces de jeu étaient occupés par d'autres personnes qui avaient d'autres intentions. Il est effectivement intéressant d'écouter des fois l'avis des enfants
sur ce que nous projetons de faire parce qu'on pense faire le mieux possible, mais ça va pas correspondre à leur utilisation. La deuxième façon d'intégrer les enfants dans la vie éducative, c'est d'utiliser les initiatives de participation. Donc l'un des exemples très connus sont quand même les conseils d'école, c'est-à-dire le fait de permettre à des enfants de participer à la prise de décision collective de l'école. Il y a certains enseignants, j'ai pu échanger avec certains là-dessus, qui ont été jusqu'à définir avec les enfants les règles de vie de la classe. Donc c'est assez intéressant puisqu'en fait ça va mettre en place tout le processus démocratique de prise de décision, de voter une règle, l'équivalent de voter une loi, le pour, le contre, il va y avoir des arguments. Des fois, la prise de décision, elle est un petit peu plus longue, elle peut être longue, mais ça construit effectivement la participation à la vie démocratique des enfants. Le troisième point sur lequel les enfants peuvent également investir la vie éducative, c'est de leur permettre eux-mêmes de poser leurs objectifs, de proposer le sens, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et comment on va le faire. Donc là, on est plus dans une logique projet et donc effectivement, il y a des enfants qui vont avoir des projets envers d'autres enfants au-delà de leur école pure. Le conseil d'école des enfants a été évalué, notamment sur la commune de Nantes. Et en fait, les résultats sont plutôt encourageants. Il y a eu plusieurs éléments, effectivement, qui sont remontés, puisque la vie de l'école a été un petit peu modifiée. L'organisation de la cour de récréation, par exemple, les jeux, les espaces. Mais surtout, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait une baisse des violences, des bagarres et des disputes entre les enfants. Puisqu'en fait, ce conseil d'école était aussi un lieu pour régler, poser les problèmes rencontrés et y trouver des solutions. Donc, les retombées sont effectivement moins de violence. Il y a eu des retombées aussi écologiques, puisque les enfants n'avaient pas dans cette école-là en particulier, les enfants n'avaient pas d'activité. Ils jouent au foot avec une briquette de jus. Les filles n'avaient pas forcément d'espace pour jouer. Les garçons couraient, sautaient, allaient embêter les filles. Mais en fait, on s'aperçoit qu'avec ce conseil d'école, ils ont pu restructurer leur cours. Donc, il y a un espace dédié aux jeux pour les garçons. On a réintroduit des ballons, bien sûr des ballons de mousse pour prendre soin du matériel. Les objets, les briquettes par exemple de jus étaient dans les poubelles. Donc tout ce travail-là a permis effectivement d'améliorer le vivre ensemble dans cette école. On voit à travers ces exemples, qui sont non exhaustifs, comment on a pu améliorer la participation de l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative. Et vous, en tant qu'acteur de cette chaîne, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour justement améliorer la participation des uns et des autres en vue d'un bonheur des enfants? Vous pouvez donner vos idées, vos suggestions dans notre plateforme qui est mise à disposition. Merci beaucoup!